À toutes et à tous, bienvenue à ce colloque, cette première journée sur le psychotraumatisme. Donc moi je suis le docteur Jean-Marc Philippe, je suis le conseiller médical du directeur général de la santé, référent pour les victimes du ministère de la Santé auprès de la déléguée interministérielle aux victimes. Et j'ai le plaisir, à la demande de mes collègues de la DGOS qui ont organisé cette journée, d'être un petit peu le rôle fâcheux de celui qui fait respecter les temps de parole, mais je sais que ça sera tout à fait respecté et important pour que l'on puisse passer cette journée dans les meilleures conditions. On a une journée extrêmement dense, qui nous portera sur les différents sujets dont vous avez pris connaissance dans le programme. Juste peut-être quelques petites informations pratiques. Donc vous avez vu que vous avez signé une autorisation d'image puisque la journée sera filmée. Elle sera disponible sur le site du ministère dans un lien de téléchargement de la journée qui vous permettra après de revisionner les débats de cette journée. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole au professeur Franck Bellivier, délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, qui va donc introduire et ouvrir cette journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers collègues, tout d'abord, bienvenue. Merci de vous être rendus disponibles aussi nombreux pour cette première journée nationale sur le psychotraumatisme. Je voudrais remercier d'abord Madame Elisabeth Pelcé et Madame Isabelle Rome qui nous honorent de leur présence. Madame Pelcé est déléguée interministérielle à l'aide aux victimes et Madame Isabelle Rome est haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes missionnée auprès de la garde des Sceaux pour promouvoir l'égalité professionnelle et coordonner la politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Leur présence souligne la dimension pluridisciplinaire de la prise en charge des personnes victimes de violences, mais aussi l'actualité de la thématique, avec l'attention portée aux violences faites aux femmes et la meilleure prise en compte de l'enfant dans sa double dimension de témoin et de victime des violences intrafamiliales. Je voudrais remercier également le Centre national de ressources et de résilience pour la préparation de cette journée qui s'annonce riche. Remercier le ministère de la Santé et l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice pour avoir permis la réalisation de cette première journée nationale sur le psychotraumatisme, avec évidemment la contribution de l'école militaire qui nous accueille aujourd'hui. Les équipes pluriprofessionnelles présentes aujourd'hui qui viennent témoigner du dynamisme des tout jeunes centres régionaux du psychotraumatisme, mais aussi la mobilisation de nombreux acteurs au-delà des 10 dispositifs sélectionnés il y a un an par la ministre de la Santé. Remercier également, présents dans la salle, de nombreux représentants des ministères, de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation nationale. Et enfin, et peut-être surtout, remercier l'association des personnes concernées et des victimes qui viennent, par leur présence, montrer la mobilisation de tous les acteurs autour de la thématique qui va nous occuper toute la journée. Alors, la journée d'aujourd'hui est le fruit de la mobilisation du président de la République et des deux ministères, Santé et Justice, qui, à la suite d'appels à projets, ont mis en place, à titre expérimental, les 10 premiers dispositifs chargés de développer la prise en charge des victimes sur le plan médical et psychologique, ainsi que le Centre national de ressources et de résilience, dont l'une des missions est d'animer ces dispositifs, mais aussi d'impulser une recherche pluridisciplinaire dans ce domaine. Les enjeux d'une prise en charge globale, et notamment psychologique, des personnes victimes de violences, sont majeurs pour notre société et malheureusement sans cesse rappelés par l'actualité. Conflits, migrations, catastrophes naturelles ou industrielles, attentats, accidents, violences sexuelles, violences intrafamiliales. En tant que psychiatre, je ne puis que souligner l'importance d'une prise en charge précoce
et témoigner des retentissements majeurs sur la vie des personnes quand elles ne peuvent y accéder: comportements à risque, échecs scolaires, pathologies somatiques et psychiques, suicides, pour ne citer que les principales. Les troubles engendrés, bien au-delà de ce qui est regroupé sous le terme psychotraumatisme, présentent un caractère systémique qui impose une approche de santé globale, associant prise en charge psychologique et prise en charge somatique. Le développement d'une prise en charge rejoint les objectifs de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, dont la ministre de la Santé m'a confié la mise en œuvre. L'un des objectifs de cette feuille de route est de développer sur le territoire une offre de soins diversifiée et de qualité afin de répondre aux besoins de nos concitoyens. Cette offre de soins doit leur permettre de trouver une réponse adaptée à leurs besoins, sans délai et en proximité. La prise en charge du psychotraumatisme fait partie de cette offre spécialisée. C'est l'action 19 inscrite dans cette feuille de route. Et tous dans cette salle, vous y contribuez déjà. Ainsi, l'action est engagée avec le déploiement autour d'un cahier des charges ambitieux des 10 premiers dispositifs de prise en charge globale du psychotraumatisme annoncés en novembre 2018 par la ministre de la Santé: les hospices civils de Lyon, les CHU de Dijon, de Tours, de Strasbourg, de Lille, pour Paris, la PHP Nord et Sud, les CHU de Martinique, Occitanie, Nice, en collaboration avec la Fondation Lamballe. 2 missions principales leur sont confiées. D'une part, la prise en charge de tout type de victimes et de violences, intégrant l'animation des compétences sur le territoire, et d'autre part, une fonction de ressources et d'expertise concernant le psychotraumatisme. Chacun d'entre eux va prendre aujourd'hui la parole pour nous exposer sa structuration sur son territoire et son articulation avec les acteurs, en lien avec les spécificités de sa géographie, de son histoire et de sa population. Je suis sûr que le partage d'expérience sera fécond. Pour permettre d'animer et de capitaliser sur ces compétences, un animateur national était nécessaire, et c'est le rôle qui a été confié au Centre national de ressources et de résilience pour notamment recenser et promouvoir la recherche en matière de psychotraumatisme au plan national et international, en s'appuyant sur un réseau de structures et de professionnels spécialisés. Deuxièmement, élaborer les bonnes pratiques et référentiels de formation en lien avec la Haute Autorité de Santé et les sociétés savantes. Et troisièmement, promouvoir la formation et l'évaluation des troubles psychiques post-traumatiques. Le Centre national de ressources et de résilience a un rôle d'information auprès des professionnels, mais aussi du grand public. Il doit également porter la recherche dans une dimension pluridisciplinaire, se montrer présent au plan européen et international en promouvant les échanges entre scientifiques et en valorisant l'expérience française. Porté par les professeurs Guillaume Véva et Thierry Bobet, le Centre national de ressources et de résilience va donc nous présenter la façon dont il compte relever les défis ambitieux qui lui sont confiés. L'ensemble de ces acteurs, par leur mobilisation et leur engagement quotidien aux côtés de nos concitoyens victimes de violences, doit permettre d'améliorer la prise en charge que notre société a le devoir de leur offrir dans un souci de solidarité nationale et de respect des valeurs qui guident l'action des professionnels de santé, du social, du médico-social, mais aussi de la justice et de l'intérieur. En conclusion, la transformation de la psychiatrie au sens d'une psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité ne réussira que pour autant qu'elle émane de tous les acteurs impliqués et qu'elle s'inscrit au plus près des besoins des patients et des réalités de chaque territoire. C'est pourquoi je fonde beaucoup d'espoir sur la dynamique fortement structurante des projets territoriaux de santé mentale pour porter en leur sein ou définir des articulations fonctionnelles avec les acteurs du psychotraumatisme. Que cette journée nationale puisse nourrir les échanges et permettre de partager les réussites, les points d'amélioration et les projets afin que notre système de santé
accompagne les victimes dans leur chemin vers la résilience. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Merci au professeur Brélivier. Je laisse la parole à Madame Isabelle Rome, haut fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes. Bien, Madame la déléguée interministérielle, Monsieur le délégué ministériel, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les docteurs, Mesdames, Messieurs, je me dois d'abord d'excuser l'absence de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, mais qui est très mobilisée sur cette problématique et notamment très intéressée par le Centre national de ressources et de résilience. Et je salue bien sûr les professeurs Bobet et Viva qui en sont les initiateurs. Je sais qu'Elisabeth Pelcet vous en dira davantage sur ce centre qu'elle porte à bras-le-corps. Et donc, je vais davantage m'attacher à vous parler en tant que haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes, ancienne présidente de cour d'assises également. Et la garde des Sceaux donc, m'a demandé à ce titre de mettre en œuvre et de coordonner le plan d'action du ministère de la Justice en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Plus particulièrement, j'ai eu l'honneur donc de piloter le groupe de travail justice dans le cadre du Grenelle qui vient de se terminer. Et je vous propose donc de vous en retracer quelques lignes de débat, bien sûr en résonance avec le thème de la journée d'aujourd'hui, résilience, psychotraumatisme, et puis de vous en présenter quelques propositions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée de soutien aux familles qui vont accompagner là, dans quelques heures, leurs enfants, leurs fils décédés en opération au Mali, aux Invalides. Et voilà, je trouve qu'en ce lieu d'école militaire, c'est hautement symbolique et aussi très émouvant. Alors, quelle est la place de la justice dans ce parcours de soins et de résilience ? La justice n'est pas thérapeutique. Elle a un rôle néanmoins essentiel à tenir. La manière dont elle le remplit aura une incidence sur le processus psychologique de la victime. Aujourd'hui, la justice est bruyamment interpellée, s'agissant notamment donc des violences faites aux femmes. Elles ne lui font plus confiance. Comment ne pas évoquer cette actrice qui ne voulait pas déposer plainte pour des agressions sexuelles qu'elle dit avoir subies. S'agissant des violences conjugales, la mobilisation est large. Aujourd'hui, femmes, hommes, toutes générations, on l'a vu, ont défilé il y a quelques jours. Si Thémis est représentée les yeux bandés, afin de symboliser son impartialité, elle n'en est pas pour autant aveugle. L'impartialité n'empêche pas les juges d'avoir les yeux ouverts sur le monde qui les entoure. Elle ne leur interdit pas davantage d'écouter la souffrance qui s'y exprime. Dans les fonctions qui les placent en face à face avec des auteurs et des victimes, c'est même une injonction d'écoute qui leur est faite. Mieux écouter pour mieux juger. S'agissant très spécifiquement des violences conjugales, l'institution judiciaire n'est ni sourde ni aveugle. La garde des Sceaux s'est montrée particulièrement courageuse en ce sens en saisissant l'inspection générale de la justice. Elle a demandé aux inspecteurs d'examiner tous les dossiers d'homicides conjugaux commis en 2015-2016, définitivement jugés, afin de dresser des constats et d'émettre des préconisations. Vous en avez certainement entendu parler, il y a des publications sur ce sujet. C'est un moment important dans cette institution. Il faut aussi néanmoins rappeler l'implication très importante de certains parquets, de certaines juridictions dans ce domaine, et ce depuis des années, mais toujours en partenariat. Je pense que
il est question de pluridisciplinarité ici. Je pense que lorsqu'on aborde ce sujet des violences conjugales, il faut forcément parler de pluridisciplinarité avec les associations, l'hôpital, les collectivités locales et territoriales. Je pense que forcément ici, il doit y avoir des représentants de la Seine-Saint-Denis, voilà, je pense qu'il est un département exemplaire en termes de partenariat. Nous avons aussi un certain nombre de juridictions très impliquées, Créteil, Toulouse, Douai, Clermont, Saintes. Voilà, donc la prise de conscience, elle est sérieuse, elle est réelle aujourd'hui. L'ensemble des professionnels de la justice s'interrogent sur ces pratiques pour mieux les adapter. Et un des premiers axes de travail a été celui de renforcer les formations initiales et formations continues. Donc depuis 1 an, avec l'école de la magistrature et la mission interministérielle protection des femmes, nous avons engagé donc un important travail afin de renforcer cette offre de formation. Il existe des formations initiales qui sont assez complètes pour les magistrats, mais il y a aussi la formation continue qui était bien sûr riche déjà, mais peut-être insuffisamment proche du terrain. Et il a été décidé donc de multiplier ces formations de manière déconcentrée, donc au plus proche des territoires, auprès des cours d'appel, formation continue déconcentrée, et d'ouvrir ces formations, c'est-à-dire de ne pas les réserver qu'à des magistrats, mais de les ouvrir à des avocats, à des OPJ, à des soignants, à des représentants associatifs. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, à des éducateurs. Et donc, ce travail d'1 an a abouti donc à un kit, on appelle ça un kit de formation pédagogique d'une journée qui a été lancé la semaine dernière à Aix-en-Provence. Et c'est important de le dire là aujourd'hui, puisque en fait, le tronc commun de ce kit de formation pédagogique, c'est une formation, une sensibilisation sur l'emprise et le psychotraumatisme. Ça, c'est le tronc commun. La deuxième partie étant plus pratique autour de cas, avec des fiches réflexes donc, qui peuvent correspondre à chaque étape de la procédure ou chaque fonction. Mais ce que nous souhaitions, c'est que tous les participants à ces formations repartent en sachant, alors je ne veux pas dire ce que c'est, parce qu'on ne va pas avoir la prétention de définir ce qu'est l'emprise peut-être en 2 heures, mais au moins d'avoir conscience de ce qu'est le phénomène d'emprise, de ce qu'est le psychotraumatisme, afin de ne pas passer à côté d'un traitement adapté de ces affaires. J'aime pas d'ailleurs employer ce terme d'affaires, de ces violences qui sont très spécifiques. Et donc, nous avons lancé ces formations déconcentrées. Elles vont se multiplier. Et c'est vrai qu'il serait souhaitable que peut-être nous puissions aussi nous engager davantage ensemble autour de ces formations. Je profiterai de ma présence ici pour peut-être aussi nouer un certain nombre de contacts à cet effet. Et puis, une autre avancée, c'est aussi un volet intégré dans chaque formation continue obligatoire au changement de fonction, un volet intégré donc à la lutte contre les violences conjugales et donc qui reprend aussi ce tronc commun emprise, psychotraumatisme. Donc tout magistrat qui change de fonction, il a une formation obligatoire à suivre. S'il veut passer du parquet aux affaires familiales, mais peu importe quelle fonction, il aura ce volet obligatoire sur l'emprise et le psychotraumatisme. Prendre soin, c'est aussi protéger efficacement. Et donc, une amélioration de la prise en charge de l'urgence et de l'évaluation du danger. Dès le mois de mai 2019, donc, la garde des Sceaux a pris une circulaire en ce sens-là, que ce soit sur le recueil de la plainte en demandant que les procureurs, qui sont les chefs de l'action publique, s'assurent qu'il y ait des auditions circonstanciées de la victime qui souhaite déposer plainte. En cas de main courante, donc, il faut que cette main courante, et ça fait partie des sujets que nous continuons et que nous devons travailler davantage avec le ministère de l'Intérieur, systématiquement, une main courante, elle doit être exploitée, éventuellement examinée par une association d'aide aux victimes. Voilà, les procureurs doivent se montrer exigeants sur ce point.
Dans le cadre du Grenelle, une grille d'évaluation du danger a été aussi effectuée par le ministère de l'Intérieur. Je ne vais pas être trop longue, mais il est aussi question de plainte à l'hôpital. Donc, nous souhaiterions voir généraliser cette possibilité à travers des formulaires de plainte simplifiés transmis par l'hôpital au service d'enquête et qui permettent donc un examen médico-légal sur réquisition judiciaire. Possibilité de faire accompagner la victime par une association afin d'être examinée par un médecin légiste. Et puis il y a des initiatives très intéressantes qui notamment ont pu être répertoriées dans le cadre des conseils locaux d'aide aux victimes qui se sont réunis donc au format lutte contre les violences conjugales, parce que une cinquantaine, je crois, de CLAV se sont réunis. Et on voit qu'il y a des initiatives très intéressantes sur ce point. Un accent aussi a été émis sur le dispositif de l'ordonnance de protection, qui est un dispositif civil qui permet donc une protection de la victime avec une interdiction d'entrer en contact, mais aussi l'organisation de la vie familiale. C'est très important parce que le pénal, certes, peut protéger et permettre une interdiction d'entrer en contact, mais le pénal n'organise rien sur l'organisation de la vie familiale. Donc, un raccourcissement de ces délais, bien sûr, qui était trop long, avec aussi une meilleure information des barreaux, des associations, car c'est un dispositif qui reste insuffisamment demandé. Une fiche aussi d'évaluation spécifique en destination des juges aux affaires familiales a été élaborée, donc en lien avec la MIPROF, des associations, Ernestine Renet, sur la manière dont on peut apprécier la vraisemblance des violences alléguées. C'est-à-dire que le juge aux affaires familiales, il n'a pas à examiner si l'infraction de violence est caractérisée, seulement à voir si ces violences sont vraisemblables. Le déploiement aussi des téléphones grave danger. Je rappelle qu'entre 2017 et 2020, on aura un doublement de leur déploiement, puisqu'on est passé de 500, un peu plus de 500, et on aura 1100 en 2020, qui est un dispositif qui a fait ses preuves en matière de protection des victimes. Et puis donc la mise en place en 2020 de bracelets anti-rapprochement, dont vous avez dû entendre parler, qui sont inspirés du système espagnol Cometa et qui consiste donc à placer donc un bracelet sur le poignet donc d'un auteur, dotant par ailleurs la victime d'un émetteur, de fixer un périmètre interdit, et lorsque ce périmètre interdit, ça peut être 500 mètres, 1 kilomètre, eh bien le système d'alerte se met en place. C'est aussi une augmentation des moyens en direction des espaces médiatisés qui permettent aux enfants de rencontrer celui de leurs parents avec lequel il peut y avoir des risques de danger. Et donc la prestation à la fois de la CNAF a été doublée, elle est passée de 6,5 millions à 13 millions, et la justice double aussi, passant de 3 à 6 millions. Sera aussi organisée par décret ce qu'on appelle la procédure de passage de bras, donc en fin d'année par la Direction des affaires civiles et du Sceau, afin de permettre aussi d'effectuer ce passage de bras justement pour aller emmener un enfant ou aller le récupérer chez l'autre parent, afin de désigner un tiers de confiance pour cela. Bien sûr, prendre soin des enfants, les protéger, prendre en charge leur traumatisme. Et en ce sens, des modifications législatives seront prévues. C'était les propositions que nous avons portées au sein du ministère de la Justice. La première, une suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale en cas de poursuite pour homicide volontaire d'un conjoint sur l'autre parent. C'est une disposition qui paraît sévère, mais on a une gravité des faits certaine. Elle est provisoire, le terme c'est suspension, et elle est, je pense, particulièrement humaine. Je pense qu'il faut avoir rencontré des parents de victimes
lorsqu'ils vous entendent dire qu'ils ont récupéré les enfants et que 3 semaines après les faits, il faut qu'ils aillent demander l'accord du père incarcéré pour savoir s'ils peuvent emmener les petits voir un psychologue, on se rend compte que c'est une mesure de pure humanité. C'est aussi la possibilité donnée au juge pénal de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il condamne pour violence conjugale. Aussi, on demandera systématiquement donc, au parquet de demander donc, une information à l'aide sociale à l'enfance, s'il y a des enfants donc, dans la famille, et s'il n'y a pas d'information à l'ASE, une évaluation immédiate de la situation familiale. On peut citer aussi ce dispositif particulièrement intéressant mis en place en Seine-Saint-Denis du protocole féminicide qui prévoit justement une prise en charge complète des enfants lorsque leur maman a été tuée par leur père. Et puis une mesure symbolique qui est la décharge de toute obligation alimentaire d'un enfant, même majeur, à l'égard de son parent qui aurait tué l'autre conjoint. C'est-à-dire qu'on dit vous ne devez plus rien à votre père si celui-ci a tué votre mère. Une évolution sémantique aussi, et puis j'ai presque terminé. Voilà, 30 secondes, voilà, qui traduit une prise de conscience, qui traduit vraiment, je pense, une prise de conscience et une meilleure appréhension de la spécificité des violences conjugales. C'est l'entrée du terme emprise dans les codes civils et pénals. D'abord, l'interdiction de la médiation pénale comme alternative aux poursuites, parce qu'on considère qu'il n'y a pas égalité des armes entre les parties, compte tenu justement de ce phénomène d'emprise. La restriction de la médiation familiale en cas d'emprise. Cette possibilité, alors je sais que c'est discuté, mais en tout cas elle est portée par notre ministère, la possibilité que nous souhaitons donner aux soignants ou aux médecins de révéler des faits sans accord de la victime, mais tout en lui laissant son libre arbitre. Il ne s'agit pas de contraindre qui que ce soit. Voilà. Si ce soignant estime qu'il y a un risque sérieux de renouvellement des faits ou s'il estime aussi qu'un état d'emprise empêche la victime de donner son accord. Dans le même esprit, nous encadrerons aussi les permis de visite en détention. Et puis aussi, il faudra penser à une meilleure évaluation de la dangerosité criminologique des auteurs, un suivi systématique, un suivi de l'exécution de leur peine. Je n'ai pas le temps de détailler, mais je pense que ce sont des sujets sur lesquels aussi nous aurons à travailler ensemble. Voilà. Ce que je voudrais juste vous dire, c'est que l'institution judiciaire accepte de se remettre en cause dans ses pratiques. Elle cherche à les adapter. En ce sens, elle ne peut agir seule. Son intervention sur le chemin de la victime doit lui assurer d'abord une protection, puis apporter une réponse adaptée permettant reconnaissance, réparation, voire renaissance, afin qu'un jour, comme le disait Boris Cyrulnik, cesse la mort psychique et commence le travail de revivre. Avec humilité, nous pensons que nous pouvons ensemble, chacun à notre place, y contribuer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.